vous remercie. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Glucksmann, Monsieur le Président de la Commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences étrangères et les interférences dans nos processus démocratiques européens pour votre présentation et les premières séries de réponses et éléments d'information très précis que vous nous avez apportés. Moi, je souhaite simplement effectivement revenir peut-être rapidement sur quelques-uns des enseignements que vous nous avez présentés. La première constatation donc, de travaux de 1G1, entre guillemets, la continuation de l'influence par des moyens licites ou illicites, qui est une première stratégie d'ingérence, avec des exemples concrets illustrés encore récemment par le Qatargate ou le Marocgate, par exemple, ou le Caviargate au Parlement européen et au Conseil de l'Europe. Et puis le deuxième type d'ingérence, extrêmement violent et brutal, que l'on voit à l'œuvre également depuis longtemps, à travers la stratégie de déstabilisation, création de chaos, avec la volonté, à travers toute une série d'instruments, les réseaux sociaux, la manipulation de l'information, la fabrication de faux comptes, les fermatrolls et autres utilisations de médias, entre guillemets, qui ne sont que des instruments de propagande, Sputnik et RT, par exemple, dans le cas de la Russie, pour ne pas les nommer, cette stratégie donc, de déstabilisation et de destruction totale. Ça, c'était le premier enseignement que je souhaite mettre en lumière parce que je trouve extrêmement intéressant. Ce que vous avez également mis en avant comme confusion entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'état de guerre et l'état de paix, ça, je pense que ce sont des éléments extrêmement éclairants dont il faut que nos concitoyens, nos élites, les élus, toute personne en situation de responsabilité dans nos démocraties, à commencer par notre démocratie, soit pleinement conscient, parce que je pense que vos travaux, comme ceux que nous essayons très modestement de mener après d'autres, sont une partie prenante de la stratégie de sensibilisation et de conscientisation que nous essayons d'insuffler. Sensibilisation, conscientisation, mais aussi désignation d'un certain nombre d'acteurs qui sont plus particulièrement présents que d'autres. Le rapport de la commission 1G1, en tout cas c'était dans vos premières conclusions, a clairement désigné la Russie comme le principal acteur, l'un des principaux de déstabilisation dans les processus démocratiques européens, donc dans nos processus internes, nous, États-nations, et puis les institutions européennes elles-mêmes. Alors, on a effectivement le cas de ce que vous écrivez, le président y faisait allusion, donc dans l'un des considérants du rapport, mais également, je le dis pour celles et ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous écouteront, qui s'intéressent au rapport, c'est page 65 dans votre rapport que vous détaillez assez précisément, par exemple, la source, c'est le rapport 2020 de l'Alliance pour la sécurité de la démocratie, l'un des think tanks quand même qui fait autorité, il y a la référence très clair à ce rapport de Alliance for Securing Democracy qui a effectivement tenté cette globalisation des fonds d'un montant de 300 millions de dollars déversés dans quelques 33 pays en provenance de la Russie, de la Chine et d'autres régimes autoritaires ou dictatoriaux. Et cela pour moitié en provenance de la Russie. Vous faites également allusion, et ma question portera plus spécialement là-dessus, et ça corrobore des éclairages et des informations que nous avons mis à jour à l'occasion d'autres auditions, sur une stratégie d'accord et d'orchestration de coopération serrée entre certains milieux russes, certains oligarques russes, par exemple, et un certain nombre de partis de la droite extrême ou de l'extrême droite en Europe, hein, qui sont nommément cités, le parti autrichien FPE, mais il y a également la Lega en Italie, la Ligue du Nord, ou le Rassemblement national, par exemple, s'agissant de la France, mais il y en a d'autres, hein, le parti finlandais, etc. etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur
la manière dont vous voyez ou dont votre commission spéciale a pu éclairer cette orchestration d'une stratégie de coopération, de ciblage, peut-être de financement, licite ou illicite, de ces formations politiques d'extrême droite ou de droite extrême. On a beaucoup entendu parler de ce que l'un des oligarques russes, Malofiev, a longtemps tenté, avec d'ailleurs un succès relatif, alors qu'il s'est un petit peu éteint, évidemment, après l'entrée de l'armée russe en Ukraine le 24 février 2022. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette orchestration très, très stratégisée, très organisée depuis le Kremlin, ou les cercles très proches du président Poutine, en direction de forces politiques très, très particulières qui appartiennent toutes au spectre, je dirais, de la droite extrême ou de l'extrême droite? Ma première question. Merci. Si vous voulez, il y a une réunion qui a eu lieu en 2014, qui, dans la foulée de l'annexion de l'occupation de la Crimée et d'une partie du Donbass, une réunion qui a eu lieu à Vienne, organisée par Malofeyev, avec les différentes extrêmes droites européennes. Il y avait notamment le FPO, M. Strache, qui était la puissance invitante, et je crois que le Rassemblement national était, ou le Front national à l'époque, était représenté par M. Choprad, qui était député européen. Et on avait des représentants de tous ces différents mouvements politiques. Il y a eu là, normalement la réunion ne devait pas être publique, mais il y a eu une infiltration d'un journaliste autrichien, ou suisse-allemand, qui a fait un rapport justement sur cette réunion. Déjà, il est intéressant de noter que cette réunion, elle se tenait officiellement en l'honneur du 200e anniversaire, je crois, du sommet de la Sainte Alliance, qui a mis fin à l'épisode napoléonien et qui a été initié par le tsar à l'époque, parce qu'il trouvait, le tsar, que le gouvernement anglais, qui était leur allié, était bien trop libéral et qu'il ne fallait pas simplement casser la grande nation française, mais en plus éradiquer, extirper de l'Europe tout ce qui avait rendu possible 1789. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Donc c'était l'occasion de cette grande réunion, c'était la célébration de cette Sainte Alliance contre la Révolution française et les principes des Lumières. Et tous ces représentants des extrêmes droites européennes ont écouté un discours de M. Douguin, qui est le philosophe ultranationaliste en vogue au Kremlin. Et M. Douguin a exhorté à la mise en place d'une révolution conservatrice européenne pour mettre fin à la soumission de l'Europe aux États-Unis, pour mettre fin à l'Europe qu'il qualifie de maritime, c'est-à-dire libérale, et enfin avoir l'alliance des peuples contre les institutions européennes. Et cette stratégie-là, elle a été une constante du régime russe, et ces mouvements qui peuvent avoir, ces mouvements européens qui peuvent avoir des positions sur les questions sociales différentes, sur les questions économiques, il y en a qui sont très très libéraux, d'autres qui sont beaucoup plus sociaux. Eh bien, leur point commun, leur point de ralliement, c'était leur soutien à la politique du Kremlin, leur soutien à l'annexion de la Crimée, leur soutien aux positions aussi conservatrices de Vladimir Poutine sur les mœurs, ses grands discours sur la décadence occidentale. Et ça a touché vraiment tous ces mouvements en France, en Italie, en Autriche, en Allemagne, avec l'AfD aussi, vous n'avez pas mentionné. Et ces mouvements-là ont certes changé, si vous voulez, de discours en 2022 face à l'invasion totale de l'Ukraine, mais ils ont été liés à cette ambition, qui était une ambition, encore une fois, qui effaçait les frontières, puisque c'était plus une relation à des pays étrangers, c'est
vraiment une question qui est devenue une question idéologique, transnationale. Et donc, il y a eu une adhésion à un projet. Et ça, tous les discours qui suivent n'effaceront pas ce moment-là. Il y a eu une adhésion à un projet et dont le but était la remise en cause des institutions européennes et des principes qui constituent ces institutions. Sur la question des finances, moi je distinguerais vraiment la question du financement légal via des prêts. Ça n'empêche pas qu'ensuite il y a le même niveau d'influence sans doute, mais il y a la question des financements par des prêts et il y a ensuite la question des financements occultes. Les financements par les prêts, on peut les chiffrer, on les connaît. Les financements occultes, on ne les connaît pas par définition. Donc moi, je ne peux pas vous donner de chiffres là-dessus. Ce que je sais, c'est que il y a là, contrairement peut-être à la capture des élites, il y a la question d'une connivence idéologique, de rapport au monde, de vision du monde. Et si vous voulez, le régime russe a toujours eu une double stratégie. D'un côté, on essaye d'affaiblir le centre, ce qu'on appelle le système, et de l'autre côté, on essaye de faire monter les forces qui remettent en cause ce centre et ce système. Et donc on est gagnant des deux côtés. En réalité, on instrumentalise des mouvements qui remettent en cause les institutions européennes, et par ailleurs, on essaye au maximum de corrompre les institutions européennes elles-mêmes, les gouvernements, pour finalement les affaiblir. Et cette stratégie-là, elle a été théorisée en Russie, et les mouvements d'extrême droite ont été instrumentalisés dans cette stratégie d'affaiblissement des gouvernements démocratiques. Et on peut le retrouver illustré par la promotion de la figure de Vladimir Poutine comme étant un leader fort qui répondrait à la faiblesse des dirigeants occidentaux. Vous avez tous vu les mésaventures en Ukraine peu de temps après l'invasion totale du pays de M. Salvini, à qui on a rappelé à quel point il s'affichait avec un t-shirt de Vladimir Poutine et que donc il n'était pas le bienvenu. Mais c'était extrêmement répandu à ce moment-là. Poutine devenait un point de ralliement de mouvements qui remettaient en cause la décadence des nations européennes.